Bienvenue tout le monde. Merci aux participants de se joindre à nous pour ce midi webinaire en droit de la famille. Ça nous fait plaisir d'être présents pour vous ce midi. Je me présente, Élise Proulx, directrice des opérations chez Fodago. On est un cabinet d'avocats, notaires et fiscalistes situé à Longueuil, sur la rive-sud de Montréal. On est heureux de vous présenter ce webinaire sur la nouveauté juridique qui touchera tous les nouveaux parents qui sont conjoints de fait dans les prochaines semaines, soit l'union parentale. Pendant le webinaire, je vous invite à poser vos questions via la section QR de votre Teams, donc questions-réponses. Si possible, on va tenter de les répondre pendant le webinaire. Sinon, à la toute fin, on va avoir une période de questions où vous pourrez lever la main et on pourra activer vos micros si le temps nous le permet, évidemment. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux conférencières de ce midi. Maître Mélissa Toddy, avocate associée et directrice de l'équipe litige, qui a œuvré majoritairement dans des dossiers touchant le droit de la famille pendant plusieurs années avant son entrée en fonction avec nous, il y a plus de déjà 4 ans. Et également, Maître Catherine Perra, avocate au sein de notre équipe litige qui spécialise en droit de la famille. Donc, je vous souhaite à tous une bonne présentation. Merci. Excusez-moi, on n'avait pas allumé le micro. Alors, bonjour à tous, merci Élise. Effectivement, on est ici aujourd'hui pour discuter du nouveau projet de loi 56 qui rentre en vigueur à la fin de ce mois-ci, donc tout prochainement, et qui amènera des changements dans le droit québécois. Alors, un petit aperçu de comment ce projet de loi est venu avoir le jour. C'est, il y a déjà plus de 10 ans de cela, dans un dossier Éric contre Lola, qui avait été très médiatisé. Donc, probablement plusieurs d'entre vous l'ont déjà entendu parler. Dans cette... Peux-tu nous expliquer c'est quoi Éric contre Lola, en fait, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi. Ah, certainement. Éric et Lola, c'était un dossier dans lequel il y avait un homme, un Québécois multimilliardaire, donc c'était un homme assez riche en moyens, qui fréquentait une mannequin qui avait de la difficulté à se trouver un emploi là, au moment de la rupture de ce couple, vu majoritairement par le fait qu'ils avaient 3 enfants nés de leur union, puis elle avait resté majoritairement à la maison pour s'occuper des enfants et de la famille. Et en raison du fait que ce couple n'était pas marié, donc il était simple conjoint de fait, ils vivaient ensemble, selon le droit applicable à l'époque, sous le Code civil du Québec, elle n'avait pas le droit à rien sauf une pension alimentaire pour le bénéfice des enfants. Donc, elle n'était pas copropriétaire des actifs, ils n'avaient pas de biens en commun et, comme je le répète, ils n'étaient pas mariés. Alors, elle faisait valoir que le droit québécois était inconstitutionnel en faisant une discrimination entre les gens mariés versus les gens non mariés au Québec. Il y a eu une décision par la Cour d'appel. Ensuite, ça a monté jusqu'à la Cour suprême du Canada qui est venue confirmer, en fait, qu'il y avait une certaine inconstitutionnalité, qu'il y avait une discrimination qui était faite par cette distinction dans le droit québécois, mais ils estimaient que c'était permis, cette discrimination-là, et donc pas inconstitutionnelle à cause de l'exception qui était permise dans une société libre et économique. Et en gros, à la fin de cela, la Cour suprême du Canada a plutôt relancé la balle dans le camp du législatif, donc de notre gouvernement, en disant ben, c'est à vous de faire les changements nécessaires pour mieux protéger les couples qui sont discriminés, donc les couples non mariés au Québec. Parce qu'il faut savoir qu'au Québec, en fait, c'est la seule province au Canada où les couples non mariés ou unis civilement, là, on vous en parlera un peu plus tard, qui ne bénéficient pas d'un droit de demander une pension alimentaire pour leur propre bénéfice ou qui n'avaient pas de droit autre dans les patrimoines de leurs conjoints. Puis en plus de ça, il faut comprendre qu'au Québec, c'est la province où il y a le plus de couples non mariés qui habitent au Canada. Donc, c'est quand même la population canadienne la plus touchée était ici au Québec. Alors, j'en reviens. Là. Donc, dans cette décision d'Éric contre Lola, la Cour suprême avait demandé au législatif de se poser sur la question et de venir répondre aux besoins manquants dans la population. Donc, en 2024, donc plus de 10 ans plus tard, le gouvernement québécois a déposé justement son projet de loi 56 qui entre en vigueur en juin de cette année et qui va venir apporter des changements sur justement le droit de la famille qui vise l'objectif principal, et on en parlera à savoir s'ils le réussissent, de mieux protéger les enfants qui sont nés de cette union de fait entre les familles.
Donc, pour comprendre un peu c'est quoi et sur quoi il se base, il faut comprendre le droit du Québec. Donc, il y a pour les couples mariés ce qu'on appelle le patrimoine familial. Ça a été créé en 1989 pour venir répondre encore une fois à un manquement qu'il y avait dans le droit. Cette fois-ci, dans la loi canadienne, parce que les couples mariés sont basés sur la loi du divorce, là, mais on a créé le patrimoine familial au Québec. Ça inclut les éléments que vous voyez inclus sur la diapo, là, ou c'est plus une diapo. À l'écran. À l'écran. Non, je viens juste de trahir mon âge. Donc, à l'écran. Donc, les résidences familiales, les meubles, les véhicules et les régimes de retraite sont partie du patrimoine familial pour les couples mariés. Ce qui est important à comprendre, cependant, c'est que à l'instauration de ce régime-là, les couples qui étaient mariés avant le 1er juillet 89 avaient le droit de s'y retirer parce que le patrimoine familial, c'est d'ordre public. Aujourd'hui, tout couple marié après le 1er juillet 1989, ils n'ont aucun choix. Ils sont automatiquement assujettis à ce régime-là. Ils ne peuvent y renoncer avant un certain moment là, qui arrive à la rupture. Donc, jusqu'au 31 décembre 1990, le gouvernement, à ce moment-là, quand ils avaient fait une réforme, avait permis aux couples mariés avant le 1er juillet 89 de se retirer par acte notarié. Alors, le régime créé maintenant de l'union parentale qui entre en vigueur dans les prochaines semaines a le même désir qu'on a connu à la création du patrimoine familial, soit celui de venir rendre un certain équilibre économique entre les conjoints pour, encore, je répète, là, venir offrir une meilleure protection aux enfants et aussi aux familles. Alors, pour comprendre pourquoi il y a un certain besoin au Québec, surtout là, de rendre ce régime de l'union parentale, on regarde un peu les statistiques. Donc, on peut voir qu'il y avait des statistiques sur les enfants mariés hors mariage, hein, parce que ce projet de loi vise à protéger les enfants. Donc, on peut voir au milieu du 20e siècle, peu d'enfants étaient nés hors mariage. Selon nous, ça s'explique surtout que préalablement, en 1970, il y avait une distinction dans la loi qui classifiait les enfants comme étant légitimes ou illégitimes. Ces droits-là à les enfants classifiés non légitimes, donc hors mariage, en fait, il n'y en avait pas. Il y avait plusieurs manquements à ces enfants-là qui étaient considérés moindres et aussi à leur famille qui était aussi moindre en raison de cet enfant-là qui était né hors mariage et de la femme qui avait donné naissance à cet enfant-là. Donc, en 1970, une réforme se fait et on peut voir doucement une certaine progression dans le nombre d'enfants à la déclaration de naissance qui étaient maintenant déclarés comme étant nés ou issus hors mariage. En 83, on voit que c'est 20 de ces enfants-là dans la déclaration de naissance maintenant qui sont nés hors mariage. 95, on arrive à un 50 Donc, assez rapidement, la population ou l'image de la population québécoise a changé. Une stabilité se fait au début des années 2000, mais surtout en raison d'une immigration plus grande qui s'est faite. Alors, en laissant rentrer des immigrants qui, eux, avaient encore une mentalité plus ancienne ou plus pro-mariage. Ouais, plus pro-mariage, un certain rééquilibre s'est trouvé et on a un peu arrêté d'augmenter cette statistique-là et on a resté pas mal figé à 59 des enfants qui sont nés hors mariage. Les dernières statistiques qui sont recensées par le gouvernement datent de 2021, puis on peut voir qu'à ce moment-là, on est encore à 59 des enfants qui étaient nés en union libre, donc hors mariage ou unis civilement. Et 34 de ces mères-là se déclaraient être mariées. Donc, c'est un petit pourcentage qui avait en plus 7 de ces enfants-là que soit que les pères n'étaient tout simplement pas déclarés ou qu'à la déclaration, la mère se déclarait déjà comme étant monoparentale. Alors, ça nous donne un aperçu de pourquoi une certaine réforme était nécessaire, particulièrement au Québec. Donc, si on passe aux nouveautés qui sont apportées par l'union parentale, en fait, l'union parentale, qu'est-ce que c'est? À qui est-ce que ça s'applique? La date à retenir, c'est vraiment le 30 juin 2025. Comme tu l'as dit, Mélissa, il y avait déjà un patrimoine familial qui existait pour toutes les personnes qui étaient mariées ou unies civilement. Mais l'union parentale, c'est un nouveau régime qui est créé pour les couples qui sont en union de fait. Et puis qui met en place, entre autres, son propre patrimoine pour tous les couples qui auront un enfant qui soit né ou adopté à partir du 30 juin 2025.
Donc, ça va s'appliquer automatiquement à eux. Si je vous donne un exemple, des couples qui auraient déjà tous leurs enfants, qui n'ont aucun enfant qui naît après le 30 juin 2025, ça ne s'applique pas à eux. Si on a déjà un enfant puis qu'il y a un deuxième enfant qui naît ou qui est adopté après le 30 juin 2025, eh bien, ça commence à s'appliquer à partir de cette naissance ou de cette adoption-là. Puis si on est en union de fait et qu'il n'y a aucun enfant qui naît, ben ça ne s'applique pas non plus à nous. Le but, encore une fois, c'est le législateur revendique que c'est pour protéger les enfants, que les enfants nés de n'importe quel type d'union aient les mêmes droits et la même sécurité financière. Par le fait même, ben, ça protège aussi le conjoint qui est plus vulnérable financièrement. Il faut aussi savoir qu'un enfant qui naît qui naît après le 30 juin, que les parents se séparent, mais qui reviennent ensemble par la suite, eh bien, l'union parentale va reprendre au moment du retour du couple. Si on fait un bref survol de ce qui est inclus dans le patrimoine de l'union parentale, c'est plus réduit que ce qui est dans le patrimoine familial de couples mariés unis civilement. Donc, ce qui va être inclus, ça va être seulement les résidences familiales, et je dis bien les. Donc, ça inclut autant la résidence principale que chalet, condo en Floride, en Europe ou ailleurs. Ça inclut aussi les meubles qui sont dans ces résidences-là, ainsi que les véhicules qui sont utilisés pour la famille. Donc, par véhicule, je parle pas juste de la voiture, mais que ce soit un motorisé, que ce soit une moto que papa, maman embarque dessus, etc. On a même vu des cas d'hélicoptères, de bateaux. Donc, c'est large la description de véhicules. L'union parentale va aussi ouvrir la porte à plusieurs autres droits qui étaient auparavant seulement disponibles pour les personnes mariées ou unies civilement. Je donne par exemple la prestation compensatoire, la déclaration de résidence familiale, puis on va y revenir un petit peu plus tard par rapport à ça. Non, Catherine, juste interrompre, il y a une question qui est apparue qu'on te demande c'est quoi l'union civile? L'union civile, essentiellement, c'est un peu la même chose que le mariage. Ça a été créé au début des années 2000 pour permettre aux personnes du même sexe de se soumettre aux effets du mariage, parce qu'avant, la loi empêchait ces personnes-là de se marier. Ça a été modifié depuis, donc c'est pour ça que maintenant, c'est plus vraiment d'actualité, l'union civile, mais il y en a qui s'y sont soumis et qui sont toujours sous cette application-là aujourd'hui. Donc, ça ressemble un peu dans le sens où il fallait qu'il y ait un célébrant, qu'il y ait 2 témoins, signature de documents, tout ça envoyé au directeur de l'État civil. Puis les effets étaient les mêmes. Donc, les différences, essentiellement, l'union civile, c'est pas reconnu ailleurs qu'au Québec. Donc, dans les autres provinces, internationalement, ça n'a pas vraiment d'effet. Par exemple, un couple qui se serait uni civilement ici, qui déménage en Europe, ça n'a pas d'effet. C'était pas non plus, il n'y avait pas rien de religieux dans ce genre de cérémonie-là, comme le mariage. C'était justement fait pour détourner la religion. Puis aussi, au moment de la dissolution, le mariage se dissout uniquement par divorce, donc on doit nécessairement passer par le processus judiciaire, alors que l'union civile, ça peut se dissoudre par un acte notarié s'il n'y a pas d'enfant. Donc, essentiellement, le mariage, c'est plus universel. L'union civile, c'est un petit peu plus flexible, mais les effets sont les mêmes entre les personnes mariées ou unies civilement. Il ne faut pas oublier qu'en fait, l'union civile, c'est vraiment juste propre au Québec. Exactement. Donc, les effets de la réforme, eh bien, on a parlé du fait que le régime, ça va s'appliquer automatiquement à toutes les familles en union parentale, en union de fait, en fait, qui auront un enfant après le 30 juin 2025. Par contre, les familles qui sont en union de fait pourront s'y assujettir aussi si elles le souhaitent, mais ça ne se fera pas automatiquement. Donc, ça devra être fait par acte notarié ou sous seing privé avec des témoins. Essentiellement, ça revient quand même à faire une convention de vie commune pour ces personnes-là. Oui. En fait, je vais t'interrompre là, avant de continuer et expliquer que même pour les gens qui ne sont pas assujettis à l'union parentale, il faut comprendre que ça existait déjà, cette possibilité-là avant, et ça va continuer d'exister dans le sens qu'on a des conventions de vie commune. Alors, c'est la possibilité pour des gens, justement, qui ne sont pas mariés ou ni civilement, de conclure par contrat les modalités pour leur vie commune. Donc, qui sera responsable de quoi, quelles charges, des obligations de remplacement de meubles, mais aussi, on peut avoir dans ces contrats-là de vie commune des obligations pour des pensions alimentaires pour ex-conjoints. De l'éventualité qu'on se sépare, déjà, on prévoit une pension alimentaire pour époux, là, parce que je vous rappelle, ceux qui ne sont pas mariés n'ont pas le droit à cette pension-là. On le fait par voie de contrat à la place.
C'est quand même assez rare qu'on les voit, mais ça peut être fait devant notaire ou avocat présentement, là, les contrats de vie commune. Alors maintenant, ça a comme un peu légiférer sur cette question-là maintenant dans le droit pour le rendre obligatoire ou même applicable de facto par la naissance de l'enfant. Exactement. Fait que les personnes en union de fait ont vraiment le choix de s'assujettir à l'union parentale, que ce soit complètement, partiellement, d'ajouter ou de soustraire des éléments de leur patrimoine. Puis dans ce cas-là, si les personnes dans cette union de fait-là décident de s'y assujettir, ben ça va prendre le régime va prendre naissance à la signature de l'acte. Si les parents ont un enfant plus tard, après s'y être assujettis par acte notarié, elles vont devoir signer une convention qui va devoir réitérer leur assujettissement à l'union parentale, confirmer ou infirmer qu'elles veulent continuer en ce sens-là. Et puis ça devrait être fait dans les 90 jours de la naissance. Sans ce deuxième acte-là, elles seront soumises automatiquement aux dispositions légales de l'union parentale à compter de la naissance de l'enfant. Ouais, fait qu'en gros, ça veut dire que s'ils ont convenu différemment par contrat, puis ils ne viennent pas réitérer ça, ben leur contrat n'est plus valide puisque la loi prévoit devient applicable à eux. À partir de la naissance de l'enfant, exactement. Ouais. Donc, les actes qui sont à prévoir dans le cadre de cette union parentale-là, bon, la première des choses, le patrimoine de l'union parentale qui est créé, ce n'est pas d'ordre public comme le patrimoine familial des personnes mariées ou unies civilement. On peut y renoncer en totalité ou en partie, mais ça doit se faire par un acte notarié sous peine de nullité. Donc, un contrat sur une napkin qu'on signe que les deux sont d'accord, ce n'est pas valide. Comme je le disais plus tôt, si l'acte de renonciation est fait avant la constitution de l'union parentale, il n'y a pas de problème, mais ça doit être confirmé par la suite dans les 90 jours de la naissance de l'enfant. Par acte notarié. Par acte notarié, toujours. Important. Donc, si la renonciation a lieu plus tard que ces 90 jours-là, la renonciation va être valide, mais à compter de la signature et non depuis la naissance de l'enfant. Donc, il va y avoir une certaine période qui va avoir eu un patrimoine d'union parentale. Il reste à voir comment les tribunaux vont traiter ça. Est-ce que ça va être un délai de rigueur, ces 90 jours-là, ou pas? Ça, on n'a pas la question à ce jour. Oui, puis aussi au moment où est-ce qu'on vient faire une renonciation après la création, est-ce qu'on va falloir qu'on fasse un peu comme quand on change de régime matrimonial où un notaire doit dresser un bilan, puis une séparation, puis une preuve de la somme qui était due soit payée. Ça aussi, ça va rester à voir comment les tribunaux vont l'interpréter. Donc, on a parlé de renonciation du patrimoine de l'union parentale, mais il y a aussi la possibilité de renoncer à l'union parentale entièrement ou à certaines dispositions. Si on parle des autres protections qui sont offertes par ce nouveau régime-là, comme je parlais tout à l'heure, la prestation compensatoire ou autre, on peut renoncer en totalité à l'union parentale. Ça aussi, ça doit se faire par acte notarié. Mm-hmm. Donc, si je vous explique un peu qu'est-ce que c'est une déclaration de résidence familiale, eh bien, ça, c'était disponible pour les couples mariés jusqu'à tout récemment. Avec ça, ça va être aussi disponible pour les personnes en union parentale. Donc, c'était dans le contexte d'un mariage où un des époux était l'unique propriétaire de la résidence familiale. Oui, l'autre époux aura sa part de la valeur de la résidence familiale au moment de la dissolution, mais théoriquement, ça n'empêchait pas le seul propriétaire de vendre pendant l'union. Donc, s'il y a une séparation, ben l'époux non propriétaire va, oui, avoir de l'argent, sauf que ce ne sera pas immédiatement si ça devient litigieux. Donc, la déclaration de résidence familiale, c'était une publication qui était faite au registre foncier et qui empêchait les époux de vendre la résidence familiale sans le consentement de l'autre, même si l'autre n'était pas propriétaire. Donc, ça assurait une certaine stabilité dans la résidence familiale, puis le but, c'était de protéger les enfants, surtout là-dedans. Comme je le disais, c'était pas accessible aux conjoints de fait, mais ça le devient avec l'union parentale. Donc, ça aura certainement des impacts majeurs pour les notaires et les courtiers immobiliers, si on y pense rapidement. Même s'il n'y a pas de déclaration de résidence familiale, les conjoints vont devoir intervenir aux transactions immobilières. Le nouvel article 521.25 prévoit même que
si un conjoint veut faire un acte seul, il doit avoir l'autorisation du tribunal. Donc, il y aura beaucoup de questions qui vont être posées par les notaires, par les courtiers. Est-ce que vous avez des enfants? Quand est-ce qu'ils sont nés? Êtes-vous soumis à l'union parentale? Y avez-vous renoncé? Etc. Donc, ça, c'est des nouveautés qui sont importantes pour ces professionnels-là. Je pense que tu as raison quand tu dis qu'il va y avoir des questions. On en a déjà une, en fait. Ils nous demandent quelles seraient les conséquences pour un notaire ou un courtier si le conjoint n'intervient pas. Fait qu'en fait, rapidement, il y a des articles présentement applicables, 401 à 407 du Code civil. Puis maintenant, il y a un nouvel article dans l'union parentale, le 521.24, ou dans ces points-là, qui va venir reprendre ces articles-là. Donc, en gros, Catherine vous l'a expliqué un petit peu, la déclaration de résidence familiale pour un immeuble dont on est seul propriétaire, le conjoint non propriétaire publie au registre foncier une déclaration. Puis ça veut dire qu'on ne peut pas la vendre ou la réhypothéquer sans le consentement de l'autre. Et la conséquence de ça, c'est que le tribunal peut venir déclarer nul. Fait qu'on vend à une personne tierce la maison, puis cette personne tierce de bonne foi se voit préjudiciée parce que là, maintenant, son acte de vente est nul. Fait que là, c'est elle qui se fait remettre dehors pour que le conjoint et les enfants retournent dans la maison. Donc, forcément, il y a quelqu'un qui est lésé là-dedans et il y a un préjudice subi. Fait que qui va être responsable de ce préjudice-là? J'en doute pas que le conjoint propriétaire seul qui ne l'a pas dit ou qui a fait ça va l'être, mais assurément, c'est très, très fort probable que les intervenants qui devaient faire les vérifications, donc les notaires ou les courtiers immobiliers, même peut-être les courtiers hypothécaires, qui n'ont pas posé les bonnes questions, qui n'ont pas fait ces vérifications-là, pourraient être responsables également. Ça va jusque même les propriétaires d'immeubles, car les articles prévoient qu'un époux ou un conjoint, qui est seul locataire, ne peut pas céder, annuler ou transférer son bail si le conjoint non locataire a avisé le propriétaire que le logement servait de résidence familiale. Puis, c'est encore, la conséquence, c'est l'annulation. Fait qu'il y a la responsabilité du propriétaire qui le savait peut être rattachée au nouveau locataire de l'immeuble qui maintenant se voit évincé pour remettre la conjointe ou la conjointe qui a dû se retrouver un logement peut-être plus élevé ailleurs et a maintenant un préjudice financier. Donc, il y aura des conséquences même à des gens à l'extérieur. Donc, si on regarde plus précisément de quoi est constitué le patrimoine d'union parentale, comme on le disait tantôt, bon, il y a les résidences familiales, les meubles, ainsi que les véhicules. Donc, si on fait la différence avec le patrimoine familial, eh bien, il n'y a pas les régimes de retraite privés et publics. Donc, on pense au REER et au RRQ qu'on cumule quand on est salarié. Puis, il y a aussi le fait que tout ce qui est, ça ressemble un petit peu les exclusions ressemblent un petit peu au patrimoine familial dans le sens où tout ce qui est reçu par succession, par donation, c'est exclu. On n'oublie pas qu'il y a quand même la possibilité d'inclure les REER, les RRQ, les CELI, selon la volonté des conjoints, comme on le rappelait par une convention du commune. Oui, mais par notarié. Comme je le disais, on peut aller devant le notaire dans les 90 jours pour exclure, inclure partiellement ou entièrement des choses. Donc, ce serait un véhicule qu'on pourrait inclure nos régimes de retraite, effectivement. Exactement. Un autre changement majeur qu'apporte l'union parentale à la loi, c'est au niveau successoral dans le contexte de dévolution légale. Je rappelle que la dévolution légale, c'est le partage de la succession qui est prévu par la loi quand un conjoint meurt sans testament. Donc, en fait, l'union de fait n'était aucunement reconnue par le droit successoral. Ça faisait en sorte que si un conjoint de fait mourait sans testament, eh bien, la dévolution légale prévoyait que tout était donné aux enfants, par exemple, s'ils en avaient, alors que quand les personnes étaient mariées ou unies civilement, il y avait un tiers qui allait à l'époux, ainsi que 2 tiers aux enfants. Donc, c'était quand même une distinction majeure dans la loi. Là, on vient tout rapatrier pour offrir le même traitement à tous ces types d'unions-là. Donc, si je vous donne un exemple, un couple qui aurait 2 enfants et un des conjoints mort sans testament, qui est maintenant sous le régime de l'union parentale, là, donc des enfants
enfants à venir, eh bien, ça va être séparé pareil que les personnes qui sont mariées civilement, donc 2 tiers aux enfants, 1 tiers aux conjoints. Il faut quand même pas oublier que ces enfants sont déjà nés en ce moment, ça s'applique pas, là, d'où l'importance d'avoir un testament quand même. Oui, souvent, on voit des gens mariés qui viennent nous voir puis qui ne changent pas leur testament, qui ne comprennent pas les conséquences. Il faut comprendre que lorsqu'on est marié, du moment où il y a un jugement de divorce qui est rendu et qu'on est déclaré divorcé, même si on a mis dans notre testament conjoint ou époux, ben, le fait que cette personne-là n'a plus cette qualification-là, ce legs ou cette mention dans le testament devient nulle. Alors que ça peut peut-être être un peu plus mélangeant lorsqu'on met conjoint dans un testament, puis là, on a un nouveau conjoint, que ce conjoint-là a donné naissance à un enfant, mais ce n'était pas cette personne-là qu'on voulait mettre, ou on a reséparé de cette personne-là, puis c'est pas clair que si vraiment on cohabite ou pas. On parlera plus tard de la cohabitation ou un mouvement plus populaire qui arrive, la polyamour. Hein, il y a de la jurisprudence maintenant qui existe sur ça. Donc, il faut vraiment penser à consulter des notaires, voir comment planifier ces successions puis ces héritiers-là. Donc, c'est quelque chose à réfléchir fortement et de vraiment consulter. Parfait. Ensuite de ça, comment est-ce qu'arrive la fin de l'union parentale? Il y a 3 raisons possibles pour permettre de dissoudre l'union parentale. La première, le décès d'un des conjoints. La deuxième, c'est une séparation. Dans le cas d'un mariage, la simple séparation n'occasionne pas le partage du patrimoine familial. Il faut un jugement de divorce ou le décès. Donc, ça, c'est une distinction. Puis sinon, la troisième raison, c'est le mariage ou l'union civile, là, comme ça n'a plus vraiment lieu. Disons le mariage des conjoints en union parentale ensemble ou d'un des 2 conjoints avec un tiers. Donc, on imagine que ça peut arriver en même temps que la séparation. C'est ça, c'est que ça va être intéressant à voir comment que ça va se faire, vu que dans le cas d'un divorce, la séparation en soi n'amène pas la fin du régime. Il faut vraiment que dans le cas on prévoit que c'est à l'institution de la procédure, donc quand on demande au tribunal le divorce, bien là, à ce moment, on crée le moment où on quantifie les montants, où on regarde la valeur nette du patrimoine qui va être à être séparé, alors que pour l'union parentale, on parle de séparation vie commune. C'est ça. Dans le cadre du divorce, il y a aussi le délai d'attente de 1 an habituellement qui est requis là, pour prononcer le divorce. Il n'y a pas cette exigence-là dans le cadre de l'union parentale. Mais bon, reste à voir, est-ce qu'on va retenir la date de la séparation, la date de l'introduction de la demande? C'est pas prévu encore. La jurisprudence va devoir se pencher sur cette question-là. Mais en tout cas, chose certaine, c'est que c'est moins clair que dans la loi sur le divorce. La loi sur le divorce, c'est vraiment la date de l'introduction de la demande. C'est pas ça qui est prévu pour l'union parentale. Non, dans l'union parentale, on parle plutôt de 90 jours, là, je vous rappelle, pour aller devant un notaire et y renoncer ou faire des modifications. Mais aussi, tout à l'heure, on vous parlait des protections sur la résidence familiale là, qui perdurent même suite à la séparation. Et dans ce cas-là, on parle de 120 jours. Donc, il y a certains montants là, ou de nombre de jours qui sont prévus, mais c'est beaucoup moins que le 1 an, le 12 mois de séparation que demande la loi sur le divorce pour pouvoir être déclaré là, ou prononcé divorcé. Je vais juste nous ramener en arrière, Catherine, parce que j'ai vu une autre question. Ça retournait plutôt, je présume, là, sur les courtiers, les résidences familiales. Donc, quelqu'un a posé une question à savoir si, je vais paraphraser la phrase, mais à savoir si les unités des immeubles protégés là, par la résidence familiale, donc je présume que si le notaire ou le courtier ou le propriétaire unique, le préjudice est pour toute la propriété. Il demande est-ce que c'est l'unité occupée par la famille qui fait l'objet de la déclaration ou l'ensemble de la propriété? Donc, la réponse est oui, c'est uniquement l'unité. Donc, si on est propriétaire d'un grand projet ou même d'un cinqplex. Pas besoin d'avoir multiples logements, mais un duplex. Hein, ça fait on va aller à la base, puis on occupe uniquement le rez-de-chaussée, puis l'en haut est loué. Bien, la déclaration familiale
est publié uniquement sur le logement. L'unité occupée par la famille. C'est celui-là qui est protégé. Donc, dans l'éventualité, par exemple, que Catherine réside au rez-de-chaussée avec son conjoint et que moi, je suis la locatrice en haut, elle déclare une déclaration familiale sur cette unité-là qu'elle réside en bas. Son conjoint va à l'immeuble à son insu. Moi, je ne suis pas du tout affectée en étant en haut. Mes droits ne sont pas préjudiciés, peu importe qui est mon propriétaire. Par contre, Catherine, qui maintenant se voit évincée de ce logement-là parce que le nouveau propriétaire l'habite, mais elle pourra avoir un recours contre son conjoint, et je pense vraiment les intervenants, pour réintégrer ce rez-de-chaussée-là avec dans ce logement-là, en évinçant le nouveau propriétaire dans ce cas-ci. Mais la loi fait une distinction là, sur les logements, les immeubles ayant plus que 5 logements ou ayant moins de 5 logements. Donc, en fait, s'il y a plus que 5 logements, la conséquence à ça serait, je l'ai dit, là, mais de évincer le nouveau locataire ou propriétaire occupant et elle réintégrait le logement. Alors que si c'est, et de rendre nul, en fait, même la vente, là. Alors que si c'est plus que 5 logements, on ne peut pas rendre nul la vente, mais Catherine aurait le droit de revenir dans ce logement-là avec un bail aux conditions là, du marché qui devra lui être alloué pour ce logement-là. Donc, les conséquences sont un peu différentes, mais le préjudice est réel et les conséquences qui peuvent être demandées sont là, peu importe le nombre de logements. J'espère que ça répond à la question. Si on poursuit par rapport à la fin de l'union parentale, bon, eh bien, les valeurs qui vont être retenues pour faire le partage, c'est la valeur marchande au moment de la création de l'union parentale et à sa dissolution. Donc, la plus-value est donc prise en considération. D'où l'importance de bien documenter les valeurs marchandes ainsi que l'équité et ce en temps réel. Si on pense aux rénovations, oui, au moment de on peut faire une évaluation agréée à tout moment, puis cette évaluation-là peut être rétroactive, disons, au moment de la création de l'union parentale, mais si on pense aux rénovations qui peuvent être faites, c'est moins précis, c'est moins que si on le faisait en temps réel, disons, quand on crée l'union parentale, on fait faire une évaluation, puis on documente l'équité sur la maison. Même chose à la dissolution, ça c'est plus facile, c'est plus d'actualité. Il y a aussi la disponibilité des relevés bancaires. Si l'union parentale dure très longtemps, on ne sera pas capable d'aller retrouver combien était encore dû, par exemple, sur le prêt hypothécaire. Donc, on vous suggère de bien documenter tout ça au moment de la création de l'union parentale pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté si un jour, au moment de la dissolution, en fait. Puis, ça met aussi fin à, comme on disait tantôt, la dichotomie des dates de partage entre les couples mariés et puis les couples qui sont unis, qui sont en union de fait. Dans le cadre des personnes qui étaient mariées, ben, le partage se faisait à la date de l'introduction de la demande de divorce. Parfois, il peut s'échelonner plusieurs années avant que le litige prenne fin, qu'il puisse avoir un procès en bonne et due forme. Donc, la propriété peut continuer de prendre la valeur, sauf que l'époux n'en bénéficie pas parce que la date de partage est vraiment à la date d'introduction de la demande. De l'autre côté, les personnes qui étaient en union de fait, eux, le partage se faisait au moment du procès. Donc, si ça dure plusieurs années, il peut y avoir une grosse différence. Là, on vient unifier tout ça, puis on dit que tous seront union parentale, mariés, unicilement. Ça va être le même traitement. Ça va être, le partage va être avec la valeur à la séparation, à l'introduction de la demande. Oui, je veux juste peut-être apporter attention qu'on le voyait, là, parce que tout ceci est nouveau pour nous, là, mais on l'a vu un peu appliqué dans les couples mariés. Puis dans les couples mariés, ce qui arrivait souvent, c'est que j'avais des gens qui venaient et lorsqu'on se marie, la vie est rose, la vie est belle, on ne s'imagine pas le divorce. La même chose c'est pour quand on s'unit avec quelqu'un ou si on fonde une famille avec quelqu'un. On ne fait pas ça généralement lorsqu'on sait qu'il y a une date d'expiration à l'union. Donc,
si on a une propriété, qu'on l'acquiert avec un don ou l'aide de nos parents qui est propre à nous, ça va être très, très, très important de documenter cela, qu'il y ait une trace écrite, qu'il y ait un acte, que ce soit avec la banque, que ce soit avec un notaire, que ce soit écrit même dans l'acte de vente, qu'il y a une portion qui provient d'un héritage ou d'un don. Ça va devenir extrêmement important pour des conjoints de fait de développer ce réflexe-là lorsqu'ils auront des enfants, ou même en cours de l'union. Donc, notre parent décède et on hérite. Bien, comment qu'on va placer cet argent-là, où on va le déposer, comment qu'on va l'appliquer et à quel actif qu'on va l'appliquer pour pouvoir aller récupérer possiblement ce don-là. Si on décide de payer une partie de l'hypothèque ou de s'acheter une voiture que la famille va utiliser, on pourrait perdre, si on veut, ce don-là qui va devoir maintenant être partagé. Donc, ça va être très, très important de consulter, de voir et surtout de faire attention comment on investit cet argent-là, qui va devenir important aussi, encore une fois, pour les notaires, de poser les bonnes questions, les planificateurs financiers, nos courtiers de banque, bank tellers, comment tu appelles ça en français? Les conseillers financiers. Oui, nos conseillers financiers à la banque. Donc, ça va devenir important pour eux aussi de nous poser les bonnes questions pour être sûr que c'est documenté. Puis dans l'éventualité d'une rupture, qu'on ne vous souhaite pas à personne, mais qui peut arriver, qu'on a le droit de récupérer notre don de 10, 50, 100 000 qu'on a reçu d'un parent et qu'on a utilisé pour faire avancer la famille, mais on pourra récupérer ça pour nous et ultimement pour nos enfants. Donc, ça va être important de documenter. Il y avait une question, je ne sais pas si tu veux qu'on y revienne, Catherine, mais ici sur la résidence familiale. Ça demandait en union de fait avec enfant, avant l'entrée en vigueur de la loi 56, doit-on faire une déclaration de résidence familiale? Donc, tu l'avais expliqué tout à l'heure, peut-être y revenir. En fait, c'est que c'est pas applicable aux personnes qui ne sont pas qui sont pas mariées ou en union parentale. Donc, les personnes qui sont en union de fait ne peuvent malheureusement pas faire cette déclaration de résidence familiale. C'est pas permis par la loi. Pas permis, c'est ça. C'est une belle protection qui, malheureusement, n'était pas permise à tous. Puis c'est ce qu'on vient un petit peu régler par ça, mais juste pour ceux qui auront des enfants après le 30 juin prochain. Donc, au moment du partage, il y a quand même beaucoup de similitudes avec le droit qui découle du mariage. Donc, comme on le disait tout à l'heure, les biens qui sont exclus sont ceux issus par la succession, qui sont des dons, qui sont des remplois ou des apports, pareil comme le patrimoine familial. Ensuite de ça, si un bien est diverti ou aliéné au cours de l'année qui précède l'ouverture de ce partage-là, par exemple la séparation, puis que ce bien-là n'est pas remplacé, eh bien, il y a possibilité de paiement compensatoire. Il y a quand même une notion de mauvaise foi un peu dans ce divertissement ou l'aliénation des biens, mais c'est le même principe qui s'applique là, pour les personnes mariées ou en union parentale. Il va aussi avoir la possibilité de demander le partage inégal de ce patrimoine d'union parentale-là. Ce sont les mêmes critères que celui du patrimoine familial. C'est une exception là, qui est très difficile à obtenir. Oui. Absolument. Elle va s'ouvrir maintenant à l'union parentale aussi. Exactement. Et puis, la prestation compensatoire, qui est un point majeur quand même dans cette création-là d'union parentale, on voyait une montée quand même assez importante des demandes en enrichissement injustifié au cours des dernières années. Si on pense au contexte où des conjoints de fait, il y a un des conjoints qui travaille pour l'entreprise de l'autre, qui reçoit pas vraiment de salaire ou un salaire moins élevé que ce qu'il devrait recevoir sur le marché du travail régulier, puis que là, les personnes en union de fait se séparent, ben ça donnait lieu à, c'est ça, des demandes en enrichissement injustifié, pendant qu'un des conjoints s'est créé une entreprise qui peut valoir beaucoup d'argent, l'autre s'est appauvri pour des fois s'occuper plus des enfants ou parce que tout était mis dans un compte commun. Donc, c'est un fardeau qui était quand même assez lourd pour cette personne-là, qui est sur les épaules de la personne qui s'était appauvrie.
Donc, puis c'était aussi deux recours distincts. Donc, un qui concernait, par exemple, la garde des enfants, leur pension alimentaire, puis un autre recours en droit civil qui était pour l'enrichissement injustifié. Ça rendait les choses un peu compliquées. Donc, là, on vient unifier tout ça, puis la prestation compensatoire va pouvoir être demandée dans le même recours familial que ce qui concerne les enfants, puis le partage du patrimoine d'union parentale. On va aussi pouvoir demander une provision pour frais pour ce type de demande-là de prestation compensatoire. Donc, ça, c'est important. Peut-être aussi dire que dans la prestation compensatoire, c'est que les tribunaux ont déterminé qu'il y avait des critères. Fait qu'il faut vraiment rentrer dans ces critères-là pour l'avoir. Alors, pardon, dans l'enrichissement injustifié, il y a des critères très, très spécifiques, alors qu'une prestation compensatoire, mais ça regarde d'autres éléments. On n'a pas besoin de démontrer nécessairement un appauvrissement égal à l'enrichissement de l'un, qui était une grosse difficulté. Puis en fait, ça existe, on le voit pas seulement dans l'exemple standard qui est facile à comprendre que si je travaille à titre gratuit pour l'entreprise de mon conjoint, forcément, il s'enrichit à mes dépens. C'est ça, je n'ai pas été payé pour ça. Mais il y a d'autres exemples là, par lesquels une personne peut prendre tous ses revenus et au lieu de l'investir dans la résidence ou dans la famille ou dans la voiture, des biens qui seraient dans ce patrimoine de l'union parentale ou l'union familiale là, dans le cas de demande de divorce, parce que on s'inspire de cette jurisprudence-là. Je mets tout ça dans mes CELI ou je mets tout ça dans mon compte personnel, dans des choses que je sais seront exclues et je laisse mon conjoint être celui qui fait enrichir notre patrimoine commun. Bien, ça pourrait être une excuse aussi pour montrer une prestation compensatoire. En fait, ça met un peu la boucle là, sur les modifications qu'on voit qui vont être apportées par cette nouvelle législation ou cette nouvelle création d'un régime d'union parentale. L'idée derrière tout ceci, je vous rappelle, là, venait de Éric Elola, donc le juge de la Cour suprême du Canada qui a invité le gouvernement du Québec de venir faire les modifications nécessaires pour répondre à cette disparité dans sa société qui n'était pas en fait protégée et discrimination existante qu'il estimait dans la population québécoise. Donc, il faut se poser maintenant la question de savoir est-ce qu'on vient protéger les enfants et la famille qui était son objectif ultime. Selon nous, ce régime d'union parentale vient créer différentes classes d'enfants. Parce que là, maintenant, les enfants ont-ils vraiment la même protection? On va avoir des enfants issus de couples mariés, on va avoir des enfants issus de des couples non mariés qui sont en union de fait, qui sont considérés dans l'union parentale. Puis après ça, on a des enfants nés de parents non mariés, conjoints de fait, mais qui ne sont pas dans l'union parentale parce que les enfants sont tous nés avant le 30 juin 2025. Ou qui se sont exclus. Effectivement, qui se sont exclus parce qu'on vous rappelle, mariés, on n'a pas le droit de s'exclure au patrimoine familial. On peut s'exclure on peut choisir notre régime matrimonial, mais pas le patrimoine. On n'a pas le droit de s'y exclure. Donc, il y aura cette classe-là. Il y a d'autres questions qui se posent aussi à savoir qu'est-ce qu'il y en est des migrants qui arrivent au Québec, là, que ce soit d'une autre province canadienne ou de l'extérieur du Canada, qui, eux, ont des enfants nés après, ou le 30 juin 2025 ou après, mais qui n'étaient pas sur le territoire québécois. Est-ce qu'eux, maintenant, par le fait même d'être arrivés, fonder une famille ou continuer leur famille ici au Québec, vont être assujettis à cela? Parce qu'en réalité, un couple marié à l'extérieur qui vient vivre au Québec est automatiquement assujettis au patrimoine familial par le fait que leur famille vit au Québec au moment de leur séparation ou demande en divorce. Est-ce que cette même règle-là va s'appliquer? Oui. Probablement. Puis ça va être difficile parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas d'ordre public, l'union parentale. Fait qu'on a le droit de s'y exclure, mais il faut que ce soit dans les 90 jours. Mais là, on leur a enlevé au droit à ces immigrants-là, je vous rappelle, canadiens ou autres, là, à l'extérieur du Québec, de faire ça dans les 90 jours parce qu'ils ont immigré ici quand la femme avait 5 ans. Fait il y aura toute cette question-là que ça va être intéressant de voir comment que les tribunaux vont l'interpréter. Puis encore, est-ce qu'on est vraiment venu, le gouvernement du Québec, répondre à ce que Éric l'a soulevé? Oui, parce que en fait, la grande question qu'Éric et Lola demandaient, c'était la disparité du droit du conjoint qui ne pouvait pas, contrairement à la loi sur le divorce, demander une pension alimentaire pour eux. Parce que Lola, dans ce dossier-là, demandait une pension alimentaire pour elle-même. Elle avait une pension alimentaire pour ses 3 enfants assez importante. Elle avait la garde exclusive des enfants, puis monsieur, je vous rappelle, était
multimilliardaire et madame ne travaillait pas. Donc, c'était quand même assez important. Mais cette somme-là était pour les enfants, donc pas pour madame. Et madame demandait une pension alimentaire, encore une fois, assez salée pour elle-même en disant, ben c'est mes besoins pour continuer à vivre selon mon standard et la qualité de vie que j'ai connue durant l'union. Parce que c'est ça pour la protection qu'on accorde aux conjoints mariés. Et elle voulait ce même droit-là. Donc, la Cour d'appel, mais la Cour suprême du Canada, ultimement, est venue dire au législateur québécois, ben, il y a lieu de protéger ces conjoints vulnérables-là qui n'ont pas le droit de demander d'aliments pour eux-mêmes pour continuer de bénéficier de ce même mode de vie-là. Parce qu'au Canada, dans les autres provinces autres que le Québec, ben, il y avait cette protection-là qui existait par leurs lois ou leurs règles familiales qu'ils mettent en place. Et elle existe dans le droit canadien, la loi sur le divorce, pour les couples mariés. Alors, le Québec, encore une fois, était la seule place où les conjoints de fait n'avaient pas cette protection. Oui, encore aujourd'hui. Effectivement. La nouvelle loi n'a pas fourni cette nouvelle protection-là. Donc, c'est quand même important. On peut se permettre aussi de se questionner à savoir quels sont les impacts vraiment concrets de cette réforme-là dans le contexte où l'accès à la propriété, est rendu de plus en plus difficile. Donc, déjà en partant, les familles doivent la majorité du temps être copropriétaires pour accéder à la propriété. Les véhicules, si les conjoints ont chacun leur véhicule, ben, on comprend que l'impact sur eux est minime. Ils sont déjà copropriétaires à 50% du patrimoine de l'union parentale, donc ça n'aura pas un impact majeur sur eux. L'impact majeur va être sur les familles où c'est simplement un des deux conjoints qui est propriétaire, c'est là qu'il va falloir prévoir est-ce qu'on est d'accord à se soumettre à cette union parentale-là, est-ce qu'on veut s'y soustraire? Effectivement. Donc, en fait, ce régime d'union parentale pour venir protéger les conjoints le fait. Ça protège la famille, ça protège l'enfant, dans le sens que c'est surtout, je dirais, avec la déclaration de résidence familiale qu'ils sont venus faire ça, parce que maintenant, on ne peut plus invincer le conjoint non propriétaire ou non locataire avec les enfants, chose que malheureusement avait lieu quand même assez souvent. Oui, on voit. Donc, maintenant, ça devient impossible si, et je rappelle, uniquement si le conjoint non propriétaire fait une déclaration au registre foncier ou le conjoint non locataire dénonce et donc avise son locataire propriétaire que le logement sert à la famille. Donc, dans ces éventualités-là, cette personne plus vulnérable et les enfants deviennent protégés. Ils bénéficient de cette protection-là. Donc, ça, je crois qu'au moins pour cette modification-là, le gouvernement répond effectivement à un manquement. Pour ce qui est des successions, je vois possiblement d'autres litiges qui vont voir le jour parce que des familles reconstituées, déjà, parfois, il y a des enfants nés de la première union, deuxième union, le conjoint. On voit déjà que ça fait des chicanes. Est-ce que le fait maintenant de rendre ça d'ordre public automatiquement, parce que pour ce qui est de la succession, ça va être d'ordre public dans le sens que si on n'a pas fait un testament, c'est le droit qui va s'appliquer à ces gens-là. Est-ce que ça va faire des contestations de dire, ben, c'était pas ses intentions, voici un morceau de napkin qui a signé il y a 10 ans de cela? On ne le sait pas, mais c'est très possible. Donc, ça va être intéressant de voir comment que le droit va progresser sur cette question-là. Sinon, attendez, là, je ne sais pas si on a d'autres questions. En fait, on vous invite à, est-ce que vous avez des questions à nous poser par rapport à ce nouveau régime-là? Est-ce que vous avez certaines inquiétudes ou est-ce que vous avez certaines critiques aussi par rapport à ce nouveau régime-là qui va être en application dès la fin du mois? On est disponible pour répondre à ça puisque la présentation est presque terminée. Donc, on voulait garder une petite période pour répondre à vos questions. En fait, moi, j'en ai une qui est posée. Je présume que les gens ont eu les journaux, ont vu la télé ce matin, là, qui parle du nouveau tribunal unifié. Ils me posent un peu la question de savoir qu'est-ce que c'est. En gros, on ne le sait pas vraiment plus que vous, dans le sens que c'est quelque chose de vraiment nouveau puis qui n'avait pas vraiment été discuté. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe où on nous a annoncé qu'à partir de la fin du mois, du mois prochain, en juin, je pense,
qu'il va y avoir ce nouveau tribunal. La Cour du Québec va avoir maintenant le pouvoir, là, la discrétion de trancher sur les gens qui tombent dans l'union parentale, mais aussi l'union civile, dont Catherine vous parlait tout à l'heure, qui est un régime propre au Québec. Donc, eux auront ce pouvoir-là. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment arriver le 30 juin? Non, parce qu'il faut se rappeler que c'est seulement les familles qui ont eu des conjoints de fait, qui ont eu des enfants nés après cette date-là, qui tombent dans ce régime-là. Et ça serait très, très surprenant de voir une demande faite le 1er juillet alors que l'enfant a un jour. Les impacts seront à venir un peu plus loin. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir peut-être dans 15, 18, 24 mois, là, où ça sera beaucoup plus d'actualité, puis on aura des familles qui seront touchés, qui auront des conséquences et qui auront besoin de faire appel au tribunal. Donc, c'est plus à ce moment-là, je pense qu'on va voir ce genre de demande arriver. Le tribunal unifié, le but ou l'objectif, c'est de, encore une fois, rendre des décisions pareilles pour tout le monde et que tous les enfants et toutes les familles du Québec aient les mêmes droits ou soient interprétés de la même façon. C'est une opinion personnelle. Est-ce que ça va vraiment arriver? J'en doute parce qu'il ne faut pas oublier que la Cour supérieure est celle qui a ce pouvoir là, de décider en fait, de l'exclusion, de trancher sur ces décisions qui touchent les couples mariés. Donc, forcément, ça ne sera pas unifié. Puis, ça vient du droit du divorce. Donc, c'est tout le Canada. C'est pas rare qu'on peut plaider une décision rendue en Colombie-Britannique ou en Ontario ou de la Cour suprême du Canada où c'était une décision d'une autre juridiction qui était rendue jusqu'à là et maintenant s'applique ici. Fait que ça va être intéressant à voir et surtout à voir ce que la Cour en dit là, de la procédure présentement devant elle. Est-ce que ce tribunal-là va être déclaré invalide? Parce que je suis un peu d'accord que ça s'approprie des pouvoirs qui n'est pas les leurs présentement. Non, c'est ça. J'ai une question ici. Si on a un enfant avec quelqu'un, mais que nous n'habitons pas ensemble, est-ce que nous serons assujettis à l'union parentale? C'est possible, oui, parce que le critère, c'est le projet de vie commune. Donc, on a un projet de vie commune, ça ne nécessite pas nécessairement qu'il y ait de la cohabitation. La définition est plus dans est-ce qu'on a l'intention de partager notre vie ensemble? Est-ce qu'on a des projets communs? Est-ce que il y a plusieurs critères qui ont été établis par la jurisprudence. Donc, c'est pas juste la présence sous le même toit. Est-ce que le couple a des relations sexuelles? Est-ce qu'elle partage sa vie personnelle? Est-ce qu'elle partage les responsabilités et les tâches? Est-ce qu'il y a un soutien économique entre les conjoints, même si ils ne sont pas sous le même toit? Est-ce qu'ils partagent certains biens? Est-ce qu'ils ont une vie sociale commune? Donc, c'est vraiment ces critères-là. Donc, si on pense, par exemple, à deux personnes qui, un peu par surprise, ont un enfant sans qu'il y ait eu jamais de projet de vie commune, non, elles ne seront pas sujets à l'union parentale, mais en même temps, ça vient aussi, ça se crée à la naissance de l'enfant. Donc, on s'entend que s'il y a une grossesse surprise, mais qui n'ont jamais fait de couple, ben, le couple va probablement, la possibilité qu'ils font l'union par la suite. C'est ça, va probablement se dissoudre avant même la naissance de l'enfant, donc il n'y aura jamais eu d'union parentale, mais il peut en avoir une, même si les personnes n'habitent pas ensemble, c'est ce qu'il faut retenir. Oui, ce qu'on voit déjà, là, il y a des couples, comme je vous disais, les familles reconstituées, où parfois ça devient compliqué. On a des enfants d'une première union, deuxième union, ils ne sont pas nécessairement, ils ont quand même deux adresses, ils habitent une semaine là, une autre semaine là. C'est des choses qu'on voit. Et donc, il y a déjà des jurisprudences rendues ou des décisions rendues par les tribunaux par laquelle c'est pas parce qu'on n'habite pas ensemble qu'on n'estime pas qu'on était conjoints, qu'on n'était pas parents in locis de ces enfants-là. Donc, on agissait à titre de parents. Je pense que ces mêmes tendances-là ou ces mêmes interprétations-là vont être données effectivement lorsqu'on va évaluer s'ils étaient conjoints. Donc, on a d'autres questions à savoir. Si on a une grossesse là, qui présentement, parce que forcément, à moins qu'on accouche dans les prochains jours, on va tomber dans cette période d'application. Attendez, je veux juste comprendre. Elle demande, et son conjoint va acheter la maison qu'ils occupent en ce moment et se séparent. Fait en réalité, si vous habitez déjà dans une maison dans laquelle l'un d'entre vous est propriétaire, et que l'enfant naît après. C'est qu'au moment de la naissance,
le patrimoine d'union parentale se crée. Fait qu'il faut savoir quelle est la valeur nette de la résidence à ce moment-là et la valeur de la maison à ce moment-là. Donc, la valeur marchande vaut quoi? Et c'est à ce moment-là qu'on sait la valeur de la maison qui serait exclue. Dans le cadre du patrimoine familial, là, pour les couples mariés, c'est comme ça qu'on le fait. Donc, aujourd'hui, imaginons, moi et Catherine sommes en union, on a un enfant et je suis enceinte, je vais accoucher prochainement d'un enfant. Catherine est la seule propriétaire de cette maison-là. Bien, elle demeure seule propriétaire de la maison, même dans 3 mois quand je vais accoucher. L'important va être pour Catherine de savoir, dans ce 3 mois-là, au moment de l'accouchement, donc de la naissance de l'enfant, bien, sa maison, elle vaut combien cette journée-là? Si c'était pour la vendre à son voisin, là, elle aurait combien? Puis l'équité de sa maison à date de la naissance est de combien? Alors, cette valeur-là est propre à Catherine. Elle va lui revenir. Et si on se sépare dans 10 ans, ben, elle aurait même droit à la plus-value. C'est pour ça que ça devient important de quantifier vraiment le montant qu'on peut exclure, mais aussi la plus-value que notre exclusion va faire. Donc, les petits bébés que nos dollars ou notre équité va faire au moment de la séparation reviendrait à Catherine aussi. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on disait que c'est important de quantifier et de vraiment prendre un screenshot là, de c'est quoi votre patrimoine au moment de la création de ce régime-là. Je vois une autre question. Bonjour, mon fils sera en union parentale prochainement. Il possède la moitié d'un duplex avec moi. Si je comprends bien, il doit faire un acte de renonciation du duplex pour le patrimoine. Ben, c'est sûr que s'il veut pas partager au moment s'il y a une séparation, s'il veut pas partager avec sa conjointe de fait, oui, il doit faire un acte de renonciation. Sinon, ça veut dire que la moitié de l'unité du duplex qu'il habite, madame va avoir droit à une créance sur cette moitié-là s'il n'y a pas de renonciation, oui, mais ça n'aura pas d'impact sur la valeur d'un tiers copropriétaire de l'immeuble. En fait, c'est que, disons, pour rendre ça plus facile pour vous, madame, là, si c'est un monsieur, je ne sais pas si c'est sa mère, mais disons que c'est un duplex puis que les 2 unités ont exactement la même superficie et à la séparation, la dame aurait droit à 1/4 de la valeur de cet immeuble-là. Donc, de l'équité accrue durant l'union parentale. Si elle veut s'exclure, parce que c'est pas si votre fils ne veut pas partager, c'est si elle accepte de renoncer à ce partage-là. Donc, la question est un peu différente. Alors, si elle accepte de le faire, mais il doit se rendre dans les 90 jours suivant la naissance d'un enfant pour s'exclure ou d'exclure uniquement cette propriété-là. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc, les autres biens du patrimoine de l'union parentale pourraient être partagés, mais d'exclure le duplex. Il faut aussi comprendre que si votre fils vient déménager ce duplex-là et que la séparation se fait postérieurement et qu'ils habitent ailleurs, ben, le duplex ne serait pas maintenant sujet au partage, que ça ne serait plus la résidence familiale au moment de la séparation. Donc, ça aussi. C'est important de savoir aussi que ça ne crée pas des nouveaux types de propriétés. Là. La conjointe de votre fils ne va pas devenir copropriétaire avec vous. Elle va simplement avoir un droit de créance, comme dans le cadre du partage du patrimoine familial des personnes mariées. Elle ne devient pas copropriétaire. Oui. La difficulté, c'est que des fois, les gens n'ont pas les moyens de payer cette créance-là. Fait qu'on est obligé de vendre. Fait que ça, c'est un risque réel. Mais oui, vous restez seul propriétaire avec votre fils, mais la dame, dans l'éventualité d'une séparation, aurait des droits monétaires à faire valoir. Donc, une autre question, c'est si on va partager ceci par courriel, certainement, si vous êtes inscrit avec votre adresse courriel, je pense bien qu'Élise pourra envoyer ça à tout le monde, donc il n'y aura pas de problème. Puis, une autre question. Votre perception est telle que les professionnels impliqués que vous avez mentionnés sont prêts? Je ne sais pas si vous parlez des notaires, des courtiers immobiliers. Je pense que les notaires sont à l'affût. Sont à l'affût quand même. Les juristes qui pratiquent en droit de la famille, on n'a pas le choix de s'informer quand même. Ça fait partie aussi de notre code de déontologie. Mais puisque les règles de partage ressemblent beaucoup à celles qui sont prévues déjà pour le patrimoine familial des personnes mariées, je pense que oui, quand même, les juristes sont prêts. Je parle pour nous, en tout cas, nous, on l'est ici chez Fortune à Bourgognette. On s'est beaucoup informé sur ça. Mais comme on le disait tantôt, c'est sûr que les impacts, ça entre en vigueur le 30 juin prochain, mais les impacts sont à prévoir quand même dans plusieurs mois ou même années parce que c'est au moment de la séparation là, que les impacts vont plus se faire ressentir. Mais oui, je sens que, puis tu sais, dans les tribunaux, ça parle beaucoup de cette réforme de droit-là, quand même.
Oui, peut-être dernier petit point, là, parce que je vois déjà l'heure avancer, mais je pense, ça fait peut-être plus longtemps que je pratique que Catherine, fait que j'ai moins des lunettes roses. Est-ce que les gens sont prêts? Oui. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne le sais pas, parce que la réalité, c'est que même dans les couples mariés ou dans les conjoints de fait copropriétaires qu'on voit maintenant, souvent, ces gens-là, leurs documents ou les questions posées n'ont pas été les bonnes, ils n'ont pas été consultés parce que je vous rappelle, eux avaient des lunettes roses à ce moment-là quand ils se sont achetés une copropriété avec leur conjoint ou se sont mariés, fait qu'ils ne pensaient pas à ça. Et c'est pas écrit dans leurs actes notariés, d'actes de vente, qui a mis combien d'argent dans la propriété. Donc, vu que c'est pas fait, ils n'ont pas le droit d'aller récupérer cet argent-là. C'est pas écrit ou documenté qu'il y avait un don donné par leurs parents. Puis là, maintenant, la séparation, on nie que c'était pour ce conjoint-là, c'était pour les deux. Donc, il y a déjà ces lacunes-là, ces difficultés-là qui se font. Ça va juste maintenant, selon moi, augmenter le bassin de gens qui vont venir nous voir, qui n'ont pas été possiblement bien conseillés ou qui n'ont pas posé les bonnes questions ou qui ne sont pas allés s'informer. C'est rare, malheureusement, peut-être, que les gens viennent me voir et me disent, écoute, je me marie à l'avance. Je me marie. Nous voir quand les dommages sont déjà faits, donc... Mais ça arrive, là, mais ils sont rares. Je me marie l'année prochaine ou je me marie dans 6 mois. Qu'est-ce que je devrais savoir? Voici ma situation. Ma famille a une compagnie. J'ai l'intention de l'acheter dans le futur. L'idée, c'est de la transférer. Mes parents ont des blocs ou j'ai des blocs ou peu importe. Là, il y en a qui le font, mais ils sont rares. Puis quand on ne le sait pas, ben, on ne pose pas nous non plus les bonnes questions. Donc, je pense que les professionnels sont prêts. C'est peut-être le public qui va devoir plus s'informer. C'est pas très médiatisé quand même, malgré que ce soit vraiment important que ça ait des impacts majeurs. Ça s'applique automatiquement à toutes les nouvelles naissances à venir. C'est pas très médiatisé. Donc, si le public est prêt, ça, j'ai pas l'impression, mais j'imagine qu'avec la jurisprudence qui va se créer puis qui va, elle, certainement être médiatisée, le public va s'informer pour tout ça. Bon, cela dit, c'est déjà l'heure, donc on vous remercie infiniment d'avoir pris le temps sur votre heure de lunch, possiblement, là, de se joindre à nous. Et on vous invite à nous écrire. Je pense qu'il y avait nos adresses courriel au début. De toute façon, on va vous envoyer le PDF si vous avez des questions ou s'il y a d'autres choses qui viennent à l'esprit ou si vous avez besoin d'aide. On est là pour vous chez dans Montréal, chez Fodago. Nous, on est prêts. Puis, on vous invite aussi à consulter notre site web. On a souvent des articles de droit à chaque semaine quasiment qui sont publiés, qui est pour informer le public. Possiblement qu'on va aussi refaire des capsules comme ça. Donc, on vous invite à consulter nos pages de médias sociaux et notre site web. Oui. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir.